Dans 30 mois, la fin du calvaire pour les usagers de la route Gungen-Fada frontière du Niger, une route longue de 218 km fortement dégradée, un véritable supplice pour les transporteurs. Le premier coup de pelle des travaux de réhabilitation a été donné ce matin par le Premier ministre, des travaux qui vont coûter près de 126 milliards de francs CFA. Le film en début de journal. Les acteurs de la région du Sahel se parlent, concertation sous l'arbre à palabres depuis hier à Dori. C'est un dialogue inclusif pour sortir la région de la tourmente. Insécurité, conflits communautaires, des pistes de solutions sont attendues. Explication dans un instant. Et puis on en sait un peu plus sur le mécanisme du fonds de relance économique Free Covid-19. 100 milliards de francs CFA pour permettre aux entreprises durement touchées de rebondir. La mise en œuvre se fera sous forme de crédit sur la période 2020-2021. Le comité de gestion était face aux acteurs économiques, compte rendu complet à suivre. Seydou Kwanda d'Isaac Soba, voici un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose aux plus jeunes. Il est pourtant l'une des icônes de la musique burkinabé. L'ancien lead vocal de l'orchestre de la police nationale a connu de véritables heures de gloire dans les années 80-90 avant de disparaître de la scène. Qui est Isaac Soba? Que devient-il? Réponse dans ce journal. Voilà pour la une de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Le début de la fin du calvaire pour les usagers de la route Gungen-Fada frontière du Niger, 218 km de route dans un état de dégradation avancée. Les travaux de réhabilitation tant attendus ont été lancés ce matin à Fada par le Premier ministre. Délai d'exécution pour les entreprises, 30 mois pour un coût global de près de 126 milliards de francs CFA. Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Ce coup de pelle est un coup d'espoir pour les populations de la région de l'Est. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré lance ainsi les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Gungen-Fadangourman, frontière du Niger. Longue de 218 km, cette route va coûter près de 126 milliards de francs CFA. Ma satisfaction est grande parce que c'est un projet qui était réellement attendu par les fils et les filles de cette région. Et la mobilisation que vous constatez autour de ce projet montre bien que c'est un projet attendu. Je voudrais vraiment remercier les fils et les filles de cette région qui ont su accepter et attendre. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que toutes les conditions sont réunies pour qu'après le lancement, les travaux puissent démarrer. Les travaux vont pouvoir commencer. Ce lancement est le 32e lancement depuis le 31 mai 2016. Certains sont allés jusqu'à dire que ce lancement est une opération de communication politique. D'autres ont dit que nous sommes venus pour mettre de la poudre aux yeux. Ce lancement ne restera pas sans suite. La couche de roulement en béton bituminé sera de 5 cm. En plus, 3,5 km de voiries seront aménagées à Fadangourman, à Kanchari et à Gungen. Grande est donc la satisfaction des bénéficiaires. La région de l'Est a plus que souffert et continue de souffrir du déficit d'infrastructures routières de qualité. Aujourd'hui, vous êtes en train de donner une réponse satisfaisante à toutes ces interrogations en venant ici à Fadangourman pour lancer officiellement les travaux de réhabilitation et de renforcement de notre très chère route. Excellence, les transporteurs routiers de la région de l'Est, par ma voix, n'a qu'une seule doléance. Nous vous sollicitons de vous engager personnellement pour que les différentes entreprises attributaires des marchés que nous savons performantes nous livrent des travaux de qualité et à bonne date. Les travaux sont répartis en 3 lots et seront exécutés par les entreprises Sintram, Yeli Technologie Africa et Sorubat. Le délai d'exécution est de 30 mois, y compris la saison pluvieuse. Et ce sont au total 3 entreprises qui doivent conduire ces travaux de réhabilitation. Mais en quoi va consister l'exécution de ce grand projet sur le terrain? La réponse avec Urbain Benito Somé et Olopoda. La route communautaire Gungen-Fadangourman, frontière du Niger, un linéaire de 218 km, 6 heures à 8 heures de parcours redouté par plus d'un. Un calvaire indescriptible, une expérience douloureuse
que chaque usager vit la colère dans l'âme. On se débrouille, sinon ça ne va pas. On a roulé ça 2 jours. Pour quitter Afada, aller à Kantia 2 jours. Comme la route n'est pas stable, tu vas rentrer, souvent tu vas sortir, ça va éclater pneu. Donc c'est tout en décourageant quoi. Donc arrivé, on te prend tout, on va dire que c'est toi qui ne sais pas rouler, tu gâtes mon camion, alors que c'est l'état de la route qui n'est pas bon. Outre l'écho de ces cris de détresse, l'importance du trafic qui s'y déroule et la vocation de cette route communautaire ont milité en faveur de sa réhabilitation. L'une des raisons qui ont milité en faveur de cela, c'est l'opportunité de développement que le projet offre à la zone. N'est-ce pas, la possibilité d'exporter vers les différents pays voisins tout le potentiel agro-pastoral que les 2 régions, à la fois la région de l'Est et le centre-Est, disposent. Pour redonner à cette route communautaire un autre visage à la hauteur des attentes de ceux qui la pratiquent, les travaux sont répartis en 3 lots. Le premier lot concerne la section Gounguin sortie de Fadangourma, longue de 57,40 km. L'entreprise Sintram a en charge les travaux. C'est une réhabilitation. Dès qu'on commence, on ne va pas, Inch'Allah, s'arrêter. Parce qu'on a vu que cette route il est de grande importance, vu que les gens, les utilisateurs de la route, ils souffrent trop. Le lot 2 est un linéaire de 100,50 km. Il va de la sortie de Fadangourma à la sortie Matiakwali. Et c'est le groupement d'entreprises Yeli Technologie Africa, Road Edergay Construction qui devra apporter son expertise en matière de construction de routes modernes. Les études ont été donc élaborées en tenant compte du volume de trafic que va supporter la route. Et nous, notre groupement d'entreprises s'engage à réaliser une infrastructure pérenne, durable, conformément à ces exigences qui ont été donc prescrites dans notre dossier d'appel d'offres. C'est dire que nous donnons l'assurance de réaliser la route telle que adaptée au trafic actuel. Donc ce sera une infrastructure de bonne qualité et durable. Le lot 3 concerne la section sortie de Matiakwali jusqu'à la frontière du Niger, soit 67,116 km. Les travaux sont confiés à l'entreprise Sorubat. Travaux de terrassement, travaux des ouvrages bétonnés, ce sont des travaux aussi des ouvrages, je dis, enrobé, BBME, comme l'a dit monsieur le ministre. C'est un produit assez spécifique pour durer contre la charge et le trafic assez important de cette route. Les plus heureux sont à la fois les usagers et les populations des localités traversées par cette route communautaire. Ils imaginent déjà les contours du futur bonheur qui les attend une fois les travaux achevés. Je ne sais pas quoi dire parce que je suis contente. Comme le gouvernement va arranger la voie. Que la route soit bien faite, c'est ce que nous-mêmes on souhaite. Ils ont décidé pour faire pour nous la route. Bon, juste pour les féliciter aussi et les remercier. Faites des efforts pour qu'ils acceptent de travailler en bonne santé. Les populations de la zone du projet ne seront pas que de simples admirateurs. Et notre groupement y puisera une bonne partie de sa main-d'œuvre afin donc d'une part faire un transfert de compétences et de promouvoir l'emploi jeune. L'impatience légitime des populations de pratiquer dans les prochains mois cette route communautaire ne devrait pas prendre le pas sur les étapes à suivre pour réaliser une infrastructure répondant aux standards internationaux. Chaque partie prenante devra mettre du sien pour que la route communautaire Gounguin-Fadangourma, frontière du Niger, longtemps attendue, soit une réalité. Avant l'étape de Fadangourma, le Premier ministre était hier à Tenkodogo où il a inauguré officiellement la direction régionale de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation, autrefois appelée École nationale des enseignants du primaire. L'infrastructure a coûté plus de 3 milliards de francs CFA et répond à la vision du gouvernement de doter chaque région d'une école de formation. Hassan Gebré et Tanga Robert Kafando. Le Premier ministre Christophe Joseph Marie Dabiré inaugure l'École nationale des enseignants de Tenkodogo. Bâti sur une superficie de 47 hectares, l'établissement comprend un bloc administratif de 12 bureaux, un amphithéâtre de 500 places, des dortoirs et des logements administratifs. Financé à plus de 3 milliards de francs CFA avec le soutien de la Banque islamique de développement, le joyau traduit la volonté du gouvernement à œuvrer pour un enseignement de qualité au Burkina Faso.
Le gouvernement, en mettant l'éducation au centre de ses priorités, est convaincu qu'une nation ne vaut que par la qualité de ses hommes. En effet, c'est l'éducation qui façonne des hommes de qualité, dont l'imagination et la créativité transforment le monde. C'est pourquoi son Excellence, M. Roch Christian Kaboré, nourrit pour notre pays l'ambition d'une école nouvelle. Le 5 septembre dernier, le président du Faso a magnifié l'excellence à l'école en recevant les 103 élèves qui étaient considérés comme étant les étoiles de notre système éducatif. Mais ces 103 élèves, c'est le résultat d'une éducation réussie. Parce que nous avons mis à la disposition de notre système éducatif des professeurs, des enseignants qui ont été capables de conduire ces enfants jusqu'à ce qu'ils deviennent des stars. Notre volonté aujourd'hui, c'est d'avancer dans ce domaine-là. Que l'année prochaine, ce ne soit pas simplement 103 étoiles, mais qu'on en ait davantage. Mais pour y arriver, il faut que l'on continue à former les formateurs, ceux qui doivent porter l'enseignement et la connaissance à destination de ces différents enfants. Voilà la symbolique aujourd'hui de cette inauguration. Pour pouvoir y arriver, il faut qu'il y ait des infrastructures de qualité, des infrastructures qui soient équipées, qui permettent à ceux qui vont être recrutés pour être des enseignants, qu'ils soient dans les conditions pour pouvoir réussir leur formation. Ouverte en 2017, l'ENEP de Tinkodougou a déjà formé 1123 enseignants. Elle est désormais appelée Direction régionale de l'Institut national de formation des personnels de l'éducation du Centre-Est. Christophe Marie-Joseph Dabiré, qui a également profité de ce séjour à Tinkodougou pour s'entretenir avec les forces vives de la région du Centre-Est, des échanges directs autour des grands défis de la région et des voies et moyens pour les relever. Compte rendu toujours de Hassan Gebré et Tanga Kafando. Ces échanges directs avec les forces vives de la région du Centre-Est ont permis au Premier ministre et les membres du gouvernement qui l'accompagnent de recueillir les préoccupations des populations de la région, mais aussi d'expliquer ce qui est fait par le gouvernement dans les différents secteurs d'activité. Ce sont les problèmes d'infrastructure, ce sont les problèmes de santé, ce sont les problèmes d'éducation. Et nous avons l'avantage d'avoir procédé aujourd'hui à l'inauguration d'un tronçon de route qui concerne la région du Centre-Est, et nous venons d'inaugurer l'ENEP qui concerne également la région du Centre-Est et qui relève de l'éducation. Cela veut dire que les populations ont conscience que des efforts sont faits pour apporter des réponses appropriées à leurs préoccupations de développement. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, le développement étant un processus dynamique, il faut toujours travailler à apporter de la terre à la terre pour que la termitière puisse vivre. Ça veut dire qu'il faut que le gouvernement continue de travailler d'arrache-pied pour apporter de nouvelles réalisations qui vont consolider les acquis des 3 et des 4 dernières années du mandat du président du Faso. Donc aujourd'hui nous sommes satisfaits. Les forces vives de la région du Centre-Est nous ont dit que c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. C'est très intéressant, ça nous permet de donner notre lecture de la vie et des actions du gouvernement surtout au niveau donc de notre région. Ce qui va, on applaudit. Ce qui ne va pas, on leur dit aussi pour qu'ils puissent aussi rectifier le tir. Et ça a été donc une bonne occasion pour les uns de reconnaître les gros efforts fournis par le gouvernement en dépit d'un contexte très difficile de terrorisme et de Covid. Le chef du gouvernement a également insisté sur la participation de tous à l'œuvre du développement, tout en félicitant les participants à la rencontre pour avoir respecté les mesures barrières dans un contexte de rebond de la maladie à coronavirus. Des concertations également dans le Sahel, je vous le disais, une région en proie à l'insécurité et aux conflits communautaires. Sous l'arbre à palabre hier à Dori, l'ensemble des acteurs de la région pour explorer les pistes du retour de la quiétude. Bouré Makane et Lazare Sanou. Ce sont les ressortissants de la province du Yaga dans la région du Sahel en concertation. De cette concertation, des recommandations seront formulées et des solutions proposées en réponse à l'insécurité qui effrite la cohésion sociale ici au Sahel. Un cadre d'échange que nous leur offrons pour leur permettre de s'asseoir, de se parler et de pouvoir identifier les causes profondes, les causes réelles qui minent en tout cas la paix au niveau de cette région.
Nous attendons fortement qu'il nous fasse ces propositions-là et même formuler aussi de fortes recommandations pour, en tout cas, ensemble qu'on voit comment on va faire face au retour, en tout cas, de la paix et de la cohésion dans cette région du Burkina. Dans cette quête de solutions, pour rétablir la paix et la cohésion sociale dans la sous-région, l'État burkinabé peut être sûr de l'accompagnement de partenaires. Tous les pays du Sahel aujourd'hui sont en proie à des urgences économiques, sociales et surtout sécuritaires, conjuguées aux effets du changement climatique, la forte densité démographique et surtout l'instabilité géopolitique au niveau sous-régional. De ce fait, le Burkina Faso, qui a un espace de frontières immatérielles multiples, ne peut rester en marge de cette situation. Donc nous préconisons vraiment à accompagner l'État du Burkina Faso dans cette perspective pour qu'il y ait le retour vraiment d'une paix effective et puis que la cohésion sociale soit de mise. Déjà, les participants à ce cadre de concertation sont convaincus que le dialogue inclusif est un instrument de promotion de la paix et de la cohésion sociale. Les concertations de la région du Sahel se tiennent au même moment dans les 4 provinces, à savoir le Yaga, l'Oudalan, le Soum et le Séno. Caravane PNDS, 4 ans de mise en œuvre des défis et perspectives. L'étape de Ouagadougou, c'était ce samedi, l'occasion de faire le point des réalisations dans la région du centre, mais aussi de prendre la mesure des défis et des attentes des populations. Amadou Ilboudo et Solange Guigma. Le moment est solennel. L'exécutif rend compte des 4 années de mise en œuvre du PNDS aux citoyens. Un exercice de redevabilité offert par le mouvement. Le changement, c'est moi d'abord. C'est aussi de prendre en compte les aspirations des populations, les aspirations réelles. Vous n'êtes pas sans savoir que d'aucuns disent qu'on s'enferme dans des bureaux pour sortir des projets. Donc c'est important dans le cadre donc, du référentiel prochain de prendre en compte les besoins réels des populations à la base. Donc c'est un objectif aussi communicationnel parce que nous avons constaté que lorsqu'on construit sans école, on communique moins, mais lorsqu'il y a une seule tôle d'une école qui tombe, ça communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc équité pour équité, nous avons estimé qu'il était bien aussi de communiquer sur le travail abattu. Il ressort de cet exercice que le Burkina se construit malgré un contexte national et sous-régional très difficile. Ce devoir de redevabilité qui participe à la sensibilisation des populations à la connaissance de l'outil référentiel a été bien accueilli. Nous saluons déjà cette initiative citoyenne qui nous permet, à travers le Burkina, de voir quelles sont les réalisations que nous avons pu faire en 4 ans et demi. Et qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon pour l'avenir. La jeunesse est l'avenir de la nation et nous avons un message particulier en direction de la jeunesse. C'est de ne rien attendre de personne. L'État va créer les conditions les meilleures possibles pour la réalisation de chacun, mais le destin de chacun est d'abord entre ses propres mains. L'étape de la caravane PNDS dans la région du centre est ponctuée par une conférence publique, un don de sang et une animation podium sur l'appropriation des réalisations par les populations, sur la sécurité routière, la cohésion sociale et les élections apaisées. La caravane prendra fin le 3 octobre prochain à Bobo-Dioulasso. L'Office national d'identification qui a désormais son antenne régionale de l'Est, un centre inauguré hier à Fadangourma, capacité de production 1000 cartes nationales d'identité par jour. Le centre de Fada est le 3e après Ouagadougou et Bobo-Dioulasso et l'ONI ne compte pas s'arrêter là. Presli Kemtouré et Ibrahim Sanou. L'Office national d'identification ONI ouvre ses portes dans la région de l'Est. Pour les premiers responsables de l'ONI, cette action s'inscrit dans la politique de déconcentration progressive et le choix de la région de l'Est se justifie par les critères de la distance et de la taille de la population. Nous avons 374 points de production, de collecte sur l'ensemble du territoire national, mais nous n'avons que 2 centres de production, ce qui est vraiment handicapant. Et l'empressement des populations à avoir la carte d'identité, le contexte sécuritaire et le contexte politique ne favorisent pas une satisfaction optimale des populations. C'est pourquoi l'étude a révélé qu'il fallait utiliser 2 critères importants, notamment l'éloignement, qu'il faut pondérer avec la taille de la population. Et dans les jours à venir, nous allons poursuivre
avec le centre de production de Kaya, de Waïouya, de Dédougou et de Gawa, toujours dans le but de rapprocher la production des populations. Cette antenne régionale a une capacité de production de 1000 cartes nationales d'identité par jour et 20 agents sont déjà déployés sur ces sites. D'abord, nous remercions vraiment l'ONU pour cette initiative parce que nous sommes quand même la région la plus vaste du Burkina Faso et les populations sont en majorité agricoles et éleveurs. Et aujourd'hui, il est bon que chacun d'entre nous puisse montrer une pièce qui justifie de son identité. L'implication du maire de Fadangourmand pour l'implantation de ce centre est ici reconnue à travers une distinction. Pour les populations, c'est une aubaine. Les longs délais pour obtenir une CNIB relèvent désormais du passé, foi de Aristide Béré. 100 milliards de francs CFA comme bouée de sauvetage pour les entreprises durement affectées par le coronavirus. Jeudi dernier, le comité de gestion de ce fonds de relance économique dénommé Free Covid-19 a fait le point aux acteurs du monde économique et l'on retient que la mise en œuvre du mécanisme se fera sous forme de crédit aux entreprises sur la période 2020-2021. Adama Guiti et Vincent Kendrebego. 100 milliards de francs CFA, c'est le montant que mise le gouvernement pour soutenir la résilience de l'économie et favoriser la relance des entreprises. Ce soutien se traduit à travers le fonds de relance économique. Les interventions de ce fonds se feront sous forme de crédit, de trésorerie ou d'investissement en partenariat avec des établissements de crédit à partir de 3 guichets. Le guichet grande entreprise, le guichet petite et moyenne entreprise et le guichet très petite entreprise. Le guichet grande entreprise a reçu une allocation de 30 milliards, les guichets petites et moyennes entreprises 40 milliards et les très petites entreprises reçoivent bien sûr le reste, les 30 milliards qui ont été répartis de manière à ce que chaque fonds puissent recevoir un financement. Il s'agit de subventions pour leur permettre de mettre en place un système de revolving qui va permettre de poursuivre, donc d'accroître leur capacité à continuer à prendre en charge les clients. Dans le cadre de cette convention, les financements seront octroyés aux entreprises suivant des conditions d'éligibilité relatives au chiffre d'affaires et de la situation de l'entreprise. Les bénéficiaires du fonds, c'est ceux dont les entreprises qui existaient au moment de la survenue de la pandémie et dont l'activité a été fortement impactée. Également, les entreprises nouvelles qui vont intervenir pour contribuer à la relance de l'économie et en lien avec la survenue de la pandémie sont concernés. Les financements seront accordés aux clients sous forme de prêts remboursables au taux annuel de 3,5% hors taxes, avec une possibilité de différer le paiement de 6 mois pour prendre en compte l'éventuelle période timide des reprises des activités. L'ONG Compassion, elle, a plutôt pour cible les personnes vulnérables durement éprouvées, elles aussi, par la pandémie, des vivres pour 30 000 familles, des intrants agricoles pour plus de 2300 ménages et des fonds pour 15 000 autres familles pour la relance de leurs activités. Jean-Eudes Bayala et Issia Kanana. Des vivres, des fonds pour des activités rémunératrices de revenus, des intrants agricoles pour la relance des activités. Le tout estimé à plus d'1,4 milliard de francs CFA. Compassion internationale et ses églises partenaires viennent ainsi renforcer la résilience de plus de 47 000 familles vulnérables impactées par la pandémie du Covid-19. Le besoin a été identifié donc en fonction des familles. Il y a des familles qui mènent des activités agricoles, donc ces familles auront des intrants pour pouvoir relancer leurs activités. Il y a des familles qui font du petit commerce, des petites activités génératives de revenus. C'est ces familles qui auront donc les fonds pour pouvoir donc soit relancer leur activité ou redynamiser leur activité. Mais toutes ces familles seront bénéficiaires de l'apport en vivres. Nous sommes vraiment dans une situation difficile présentement à cause du Covid-19. Beaucoup d'activités sont arrêtées, rien ne marche présentement. Donc vraiment ce matin c'est une joie pour nous de recevoir cela. Ça va nous aider à pouvoir vraiment nous tenir parce que ce n'est pas simple dans ces derniers temps-là. Un geste salué par le département en charge de la solidarité nationale, une action qui, selon le représentant du ministre, vient renforcer les efforts conjoints du gouvernement et ses partenaires pour assurer la sécurité alimentaire à ces personnes vulnérables.
Depuis la mise en œuvre de ce programme de compassion internationale, ce sont plus de 113 500 ménages qui sont bénéficiaires de cette aide. Ainsi, depuis l'apparition du Covid-19 au Burkina, la contribution de compassion internationale dans cette lutte, aussi bien au niveau des familles vulnérables que des pouvoirs publics, se chiffre à plus de 3 milliards 200 millions de francs CFA. Suivi de la campagne cotonnière 2020-2021, l'Union nationale des producteurs de coton était à pas en début de semaine. À ses côtés, le réseau africain des journalistes et communicateurs de la filière coton au contact des producteurs, ils ont pu prendre le pouls de la campagne en cours et s'enquérir des difficultés qui entravent la production. Marguerite Douaniou. Un champ de coton de 9 hectares qui se laisse apprécier par l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Nous sommes à pas dans l'exploitation de Loya Kwadjo. Le producteur espère un rendement de plus de 20 tonnes au regard de la bonne physionomie de son champ. Mais ce champ présente un certain retard selon les responsables de l'UNPCB à cette étape de l'évolution de la campagne. Nous constatons quand même qu'il y a eu un effort qui a été fait. Il a sémé depuis le mois de mai. Il a utilisé la famille organique. Voilà, donc également il a appliqué tous les engrais, mais c'est pratiquement au niveau des insecticides qu'il a un peu de difficultés. Voilà, donc à ce niveau, nous pensons que c'est bon, mais c'est pas arrivé. Quelqu'un qui a semé depuis le mois de mai et qu'il est à 4 traitements aujourd'hui, on pense que c'est insuffisant. Des faiblesses que le producteur reconnaît, mais qu'il justifie tout en affichant sa volonté de tout mettre en œuvre pour rattraper le retard. Vraiment, le premier traitement a été tardé un peu. Et avec ça, quand nous avions traité après, il y avait eu des difficultés de traitement. Donc, on n'avait pas assez de produits pour accompagner rapidement, pour respecter les heures de semis. C'est la raison pour laquelle je vois que l'UNPCB, les présidents provinciaux, ils ont vu ça déjà sur le terrain. Et avant qu'ils ne le voient, nous l'avions déjà déclaré. L'objectif de cette sortie terrain est de recueillir les avis et les difficultés rencontrées par les producteurs au cours de la campagne. Et sur le cas précis de M. Kwadjo, il recevra de l'aide pour la suite. Ce que nous avons vu dans ce champ comme difficulté n'est pas un manque de traitement. Si le producteur arrive à suivre les conseils des techniciens, il n'y aura pas de problème. Le problème qu'il a posé, nous allons nous charger de gérer cela au mieux pour lui permettre d'avoir des produits nécessaires pour le traitement du cotonnier. De façon générale, les responsables de l'UNPCB se disent satisfaits de ce qu'ils ont vu sur le terrain. La visite a permis d'échanger sur la mécanisation agricole qui sera bientôt une réalité dans la zone cotonnière avec les tracteurs subventionnés par le gouvernement et dont l'acquisition permettra d'améliorer le rendement. Elles sont connues depuis hier, les lauréates des prix Baramousso 2020. C'est un concours institué par Onatel SA pour reconnaître et magnifier les femmes battantes. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Ouagadougou en présence de l'épouse du président du Faso. Et on découvre le palmarès avec Nongba Kouda et Mariama Tamboura. Le premier prix Baramousso 2020 est décerné à la Fédération pour l'épanouissement des femmes et d'aide à l'enfance, FEFAE, de Bobo de Lasso. Et c'est elle, la présidente de l'association lauréate de cette édition, la Baramousso 2020, un trophée qui récompense les associations féminines qui travaillent pour leur autonomisation économique. Cette 6e édition est un pari gagné pour les organisateurs. Les 6 associations, on va dire lauréates, plus d'autres, puisqu'il y a 3 associations aujourd'hui. Les années passées, c'était 5 associations par édition. Aucune association ne nous a déçus, parce que nous les accompagnons pratiquement toute l'année dans la réalisation de leurs objectifs. Motif de satisfaction aussi pour la marraine de l'édition 2020, Sika Kabouré, épouse du chef de l'État. Ces trophées Baramousso sont une manière de promouvoir l'excellence au sein des associations féminines. Et en tant que marraine, je me réjouis des efforts que vous consentez dans le cadre de vos actions citoyennes
pour l'autonomisation économique de la femme et la réduction des inégalités sociales à travers la promotion de la femme comme actrice de développement. L'association lauréate voit en ce prix une invite à redoubler d'efforts pour plus de résultats. La prochaine étape, ça sera vraiment beaucoup de renforcement parce que nous sommes vraiment dans la transformation et il y a beaucoup de matériel quand même qui ne sont pas adéquats, qui manque quand même de matériel pour la production. L'innovation pour cette édition est que le prix Baramousso double et l'association lauréate répare avec un chèque de 10 millions de francs CFA, une attestation et le trophée. Seydou Kwanda d'Isaac Soba. Voici un nom qui ne dit peut-être pas grand-chose aux plus jeunes. Il est pourtant l'une des icônes de la musique burkinabé. L'ancien lead vocal de l'orchestre de la police nationale a connu de véritables heures de gloire dans les années 80-90 avant de disparaître de la scène. Ce soir, nous vous invitons à découvrir ou à redécouvrir l'artiste dans cet élément que nous propose Amadou Marcel Do. Seydou Kwanda, vedette de la musique burkinabé des années 90. Il aura marqué les esprits des mélomanes avec son album à succès Isaac Soba de son nom d'artiste. Des titres de renom comme Zaki, Penzongo ou encore Pokto. Je me rappelle très bien quand on était très petit, on rêvait d'être comme lui. Parce que c'est celui-là qui est venu avec un style vraiment très différent des autres, qu'on a dansé, on a écouté, parce que il y a eu le feat avec le général Defao, vraiment qui nous a fait vibrer étant petit. Vraiment c'était du balèze. Bon, je connais pas trop ces titres, mais je connais beaucoup ces chansons. Je sais qu'il aborde beaucoup les problèmes familiaux, c'est-à-dire les problèmes de foyer. Officier de police de fonction, en plus de la maîtrise de la langue maori, c'est dans l'orchestre de la police nationale que le policier musicien fait ses armes dans les années 85. Cet orchestre m'a apporté beaucoup. Ça fait que j'ai aimé le live plutôt que le playback. J'ai du mal à le faire. Et ils m'ont appris à chanter juste. Ils m'ont appris l'humilité. Isaac Soba et l'orchestre de la police nationale, c'est toute une histoire jalonnée de bons souvenirs. On a fait pratiquement toutes les villes du Burkina Faso. Il n'y avait pas eu un seul week-end où on ne jouait pas en province. Il était difficile même d'avoir l'orchestre pour jouer à Ouagadougou. Il y a des gens qui demandaient l'orchestre un mois, deux mois avant. Kwanda Seydou, pour moi, est l'un des grands musiciens du Burkina. Parce que, en même temps, il est policier, mais en même temps, ça ne l'a pas empêché de continuer sa passion, c'est-à-dire la musique. Bon, moi, j'ai seulement un petit problème avec lui, parce qu'il a disparu de la scène, c'est tout. Il y en a même qui disent que Kwanda Seydou, qu'il ne sonne plus, on ne l'attend plus. Mais Kwanda est revenu en puissance. Kwanda est revenu en puissance avec ce nouveau album. Voilà, actuellement, nous-mêmes, il y a moi, Jean Baron, il y a Maréchal Bidoul, il y a Général Milfas qui est en train de répéter ces morceaux pour son tout dernier clip dans quelques jours. Malgré ces 7 albums à son actif, l'artiste a complètement ou presque disparu des scènes au grand désarroi de ses fans qui espèrent tout de même son grand retour.
Voilà, et tous ceux qui ont connu les heures de gloire de l'artiste s'interrogent certainement que devient Zak Soba. Eh bien, le policier musicien était l'invité de la rubrique Culture du 13h aujourd'hui. Et comme vous allez l'entendre dans cet extrait, il n'a pas vraiment quitté la scène musicale. Ça me fait chaud au cœur. Je revois ça comme un souvenir qui ne doit pas disparaître. Moi, j'ai gardé quelques clips avec moi que je revisionne. Mais il y a toujours le soutien de ceux-là qui n'ont pas oublié Zak Soba. Il y en a qui m'appellent. En notre temps, c'était vraiment difficile. Vous signez, il n'y a pas de contrat. Quand vous produisez avec quelqu'un, il n'y a pas de contrat. Hein. Il ne vous donne rien. Vous rentrez, vous jouez en studio et vous attendez les royalties au niveau du BBDA. Il n'y a pas de contrat en tant que tel. Pour vous filer une anecdote, moi j'ai produit une fois avec quelqu'un. Enfin, ce n'était pas des producteurs, c'est des commerçants. J'ai produit avec ce monsieur-là et c'était à 50 000 francs. Il m'a payé 25 000 francs quand j'entrais en studio. Et il a attendu 3 ans pour me reverser mes derniers sous. Et là aussi, c'est quand il voulait me produire, hein, il voulait que je reproduise une autre cassette. Mais on n'avait pas le choix. Je sors, mais pas fréquemment. Et si bien que les gens disent que bon, on a disparu. Bon. Et pour les gens, c'est quand tu fais le live, c'est quand tu te produis énormément qu'on dit que tu es là. On peut ne pas être là, on peut être là, mais discrètement on travaille. Je peux dire que tous les 5 ans, moi je produis un album. Mais par manque de soutien, ça passe inaperçu. Ces derniers temps même, j'ai produit un album avec le soutien de généreuses personnes. Mais j'attends de concrétiser le clip pour qu'au moins ça fasse jour. Sinon c'est difficile. Il ne suffit pas seulement de produire un album. Il faut aussi mettre un peu de promotion. Sinon la visibilité est nulle. Voilà pour ce focus sur l'artiste Seydou Konda dit Zak Soba. Soir à présent, reprise difficile pour le Faso Foot. Plusieurs grands clubs ont mis leurs menaces à exécution en boycottant leurs matchs. Raimo hier, l'ASFA, l'EFO Salitas et l'ASFB aujourd'hui, tous revendiquent le doublement de la subvention au club. On peut le dire, c'est la crise au sein du foot burkinabé. Mahamadi Ouena. Élu le 22 août dernier, le tout nouveau président de la Fédération burkinabé de football, Lazare Bansé, connaît déjà sa première crise. Cet après-midi, l'ASFA Yenenga et l'Étoile filante de Ouagadougou ne se sont pas présentés au stade du 4 août pour les rencontres ASFA Yenenga contre Royal FC et Étoile filante de Ouagadougou contre USFA. Sur d'autres terrains, l'ASFB et Salitas FC n'étaient pas au stade Woubi pour la rencontre qui les oppose. Azignare, seul l'Est donne à faire le déplacement. Majestic S, qui fait partie des 8 signataires pour le boycott du championnat, n'a pas pris la peine de s'y rendre. Hier déjà, après le match inaugural Léopard de Saint-Camille contre Vitesse FC, à la stupéfaction générale, le champion en titre Raimo FC ne s'est pas présenté sur le terrain pour affronter l'AS Police. Et sur ce qui ressemble à un boycott, le président de la Fédération burkinabé est pourtant ferme. Ce sera le risque et péril, parce que nous allons appliquer le règlement dans toute sa rigueur. Donc le club qui va prendre le risque de ne pas participer, eh bien, nous aviserons. Un règlement en son article 23 qui stipule que tout club auteur de 2 forfaits au cours de la même saison est relégué en division inférieure en fin de saison. Mais réellement, qu'est-ce qui fait brûler le torchon entre le club des 8 et le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football? Le 11 septembre, 8 clubs, à savoir Raimo FC, Salitas FC, COSAF, Léopard de Saint-Camille, l'ASFB, l'EFO et l'ASFA Yenenga, ont adressé une lettre au comité exécutif avec 4 points comme préalable à toute participation au championnat national. Ces clubs exigent l'application de la promesse de doubler les subventions aux clubs de 2-1 dès cette saison. Des subventions qui doivent passer de 15 à 30 millions. D'autres points de discorde concernent l'exigence au club de porter les maillots avec les sponsors de la FBF, la gestion de l'assurance par la FBF et le montant pour les réclamations de 50 000 francs jugés élevés par les clubs signataires.
Elles ne connaissent pas la crise, bien au contraire, il s'agit des salles de gym. Elles sont de plus en plus nombreuses dans la capitale et sont devenues le passage obligé pour de nombreux Ouagalais soucieux de sculpter leur corps ou tout simplement de garder la forme. Immersion ce soir dans le milieu avec Gérard Sommet et Abdoulaye Kabouré. Moussa Ouedraogo, dit Grand Khalil, est un haltérophile bien connu. Cet homme d'1m92 pour 118 kg a choisi de s'exercer quotidiennement dans ce gymnase. La commodité du lieu s'y prête. La pratique du sport dans ces enceintes closes suscite de l'engouement. Moi, je fais la musculature. Voilà. Chaque jour, si j'ai le temps seulement. Bon, quand moi ici, commencer à rentrer dans la musculature, bon, c'est pas duré, mais c'est vers 2012-2011. Je n'ai jamais tombé maladie. Quand ici, rentrer dans les sports. Le maître des lieux, Alina Koulman, propose dans son gymnase des exercices de pédalage sur vélo, des appareils de musculation, des tapis roulants, entre autres. C'est le travail seulement. Surtout, bon, ça fait partie de la santé. Et bon, ici, bon, c'est la culture du corps et de l'esprit. Voilà, ça fait travailler aussi l'esprit. Il ne s'agit pas seulement de muscles. Quand tu es là, il y a l'ambiance, tu te sens à l'aise. N'importe qui peut se sentir comme chez lui ici. Voilà, et puis ici on est familial. Ce ne sont pas que les hommes qui viennent en ce lieu. L'autre moitié du ciel n'est pas en reste. Je fais de la corde à sauter, je fais du vélo, je fais des abdos aussi, quelques squats. Ça me fait du bien, au-delà du physique, c'est bien pour la santé aussi. Autre lieu, même réalité. Dans ce gymnase, hommes et dames sont là quotidiennement dans l'après-midi. La santé passe avant tout. En général, je fais du vélo. Je fais quelques abdos pour essayer de perdre aussi un peu au niveau du ventre. Et beaucoup de cardio pour faire travailler le cœur. Ça permet de prévenir les maladies et tout. Venir au sport avant que d'autres choses nous obligent à venir faire du sport. Parce que le sport, c'est bien pour la santé. Ça maintient en forme et puis ça permet de garder aussi la ligne à quelque part. On a mis en place cette salle-là pour pouvoir s'approcher aux gens de la Padoua et ceux aussi qui sont à côté de la Padoua, qui puissent trouver un cadre de bien-être. Voilà. Et bon, les gens de 3e âge viennent, les enfants aussi viennent, les jeunes, tout le monde vient et ils gagnent leur compte. Vu l'importance de ces gymnases, les promoteurs de ces infrastructures souhaitent des exonérations sur les taxes d'importation de ces appareils. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sportivement que s'achève ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina. Dit sommet lakat menga